Bonsoir à tous, pépitoriens et pépitoriennes, bienvenue dans la grosse émission comme tous les vendredis. Comme d'habitude, nous commençons par notre petit disclaimer pour vous rappeler que dans aucun cas nous ne donnons de conseils sur cette chaîne, ce sont juste des échanges entre passionnés. Attention, trader comporte des risques. On passe tout de suite au générique et on se retrouve juste après. Voilà donc un petit générique un peu différent d'habitude, parce qu'on vous rappelle, il reste moins d'un mois pour le grand séminaire de Barcelone où il y aura vraiment tous les acteurs de la twittosphère et de l'investissement et du trading. On aura entre autres un petit jeune, David Ronan, qu'on reçoit ce soir. Salut David, comment vas-tu ? Bonsoir Denis, bonsoir tout le monde. Bah écoute, ouais, ça va plutôt bien, ouais, mais je te dis, très belle chemise, je suis jaloux. Je t'ai fait honneur, aujourd'hui, je me suis dit... Ah non, mais là, vraiment, là... J'apporte tous les jours celle-là, c'est vraiment par hasard que... Pas mal la tienne aussi, c'est bien. Oui, non, mais oui. Donc il y aura David Ronan, il y aura Christophe Trend France Investir Zen, il y aura Tino Trading, il y aura Guillaume Rouvier, il y aura Olivier de la Rose Trading, j'en oublie toujours de toute façon, donc il y aura Maxime d'Active Trade, il y aura Julien Flo et j'oublie personne, il y aura Gilles Santacreux, pour une fois je les ai tous faits, voilà. Et donc il reste encore quelques places, il doit rester 5 places, si je ne dis pas de bêtises. Donc n'hésitez pas, si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. Alors David, tout avait commencé par toi, l'année 2019, et on avait fait une interview un peu de présentation. Et là je me suis dit, pourquoi ne pas refaire cette même interview de présentation, mais en creusant un peu plus et en s'attachant beaucoup à ta période cycle boursier, c'est-à-dire des 5 dernières années. Donc voilà, on commence peut-être rapidement. Ta formation, on était ensemble à l'université, c'est ça ? Enfin, on était à la même université en même temps, mais on ne se connaissait pas. Ah mais t'es allé à Dijon, c'est vrai ? J'étais à Dijon, moi. Ah d'accord, oui, bah moi, oui c'est vrai. Oui, j'ai fait une année spéciale, après mon service militaire, j'ai fait une année spéciale génie méca. Et je logeais à l'angle boulevard Saint-Michel, avenue du Drapeau. Attends, mais moi j'étais pas loin. L'avenue du Drapeau, c'était l'avenue où il y avait les casernes, c'est ça ? Ouais, c'est ça.
Bah, moi, j'habitais pas si loin. J'habitais à une rue, avenue de Langres. J'habitais avenue de Langres, Hmm. à l'intersection avenue de Langres. Bon, on va pas Ouais. faire le plan de Dijon. Ah, je vois où c'est, ouais. C'est là que Moi, tout a commencé. j'étais au-dessus de la boulangerie. Ouais. Non, mais j'habitais, là, je crois, à l'intersection avenue de Langres, avenue du Drapeau, je crois. Je Ouais. crois que j'habite dans C'est un peut-être petit un peu immeuble. plus haut, peut-être, ouais. Bon, Ouais, ouais, voilà, ouais. bon, mais ça ne nous regarde pas. En Donc. allant sur la Toison d'Or. Ah oui, la Toison d'Or, magnifique. Ah C'était un oui. centre commercial, je ne sais pas s'il existe toujours d'ailleurs. Si, oui, je crois, ouais. Ouais. Et Donc oui, bah alors moi j'y suis allé de partir de 96. Attends, c'était, ouais, non, j'ai fini en 96. J'ai fini en 96. moi, j'étais de 93 à 94. D'accord, bah ouais, bah on a dû se Ouais. croiser, peut-être à des soirées. Des soirées, oh là là, disons. Oui, David, je me souviens. Oui, ça y est. De Vosges, des trucs comme ça, des trucs de l'époque, quoi. Ah oui, fou là 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 là, ouais, sûr. Ouais. Ouais. Et Donc, bah oui, pour en venir, formation bah, informatique, oui. c'est ça, hein? Non, sciences de la Terre. Non, sciences de la Terre. Ah non, c'était géologie. Non. Alors ne me demande pas pourquoi, hein, parce que c'est un peu le hasard. Bon, j'avais fait j'avais un bac scientifique. Et puis, ouais, j'aurais pu prendre chimie, biologie, et puis j'ai pris biologie. Je trouvais ça que c'était assez, c'était un pluridisciplinaire plutôt. C'était pour les Et biotech puis, déjà ou pas, non? comment? C'était pour les biotech déjà, la biologie ou pas? Ah non. Bah, à cette époque-là, tout ce qui était finance et tout, ça me paraissait, j'y pensais même pas. Hein. Pour moi, j'étais, ouais, j'étais plutôt pas du tout branché bourse à l'époque. Hein. Ouais. Enfin, si bourse, mais pas celle-là, quoi. Ouais. Plaisanterie mise à part, oui. Donc, t'étais pas spécialisé dans les bourses, alors. Non. Les bourses en action. Les bourses en action, voilà. Les actions en bourse, je connaissais pas encore. Ouais. Tu l'as coupé aussi, celle-là? Oh, je sais pas, on verra, c'est la surprise. Il va laisser que celle-là, le salaud. Ouais, donc Dijon. Après, tu rentres dans une SS2I. Ouais, Dijon. Alors après, je me suis arrêté à la maîtrise et de toute façon, parce que j'en avais un peu marre, je voulais pas continuer. Et c'est vrai que par contre, quand je me suis arrêté, j'ai plutôt cherché, pas dans la géologie, mais plutôt dans la musique. Je voulais travailler dans la musique. Fainéant, c'est-à-dire faire une chanson et puis toucher de l'argent toute ta vie, c'est ça? Comme Patrick Hernandez. Plutôt au niveau dans des labels, des choses comme ça. Et puis, puis en fait, ouais, j'avais pas fait grand-chose. J'avais été un petit peu animateur radio. J'avais fait quelques émissions sur Radio Campus Dijon. Non, mais après, si tu veux, j'ai cherché dans mon domaine. Et puis, je me suis rendu compte que la géologie, c'était quand même une voie de garage. Hein. C'est vrai qu'on s'en rendait pas vraiment compte. Tu aurais pu faire philosophie aussi, hein, c'est pas mal. Hein. Ouais, non, mais en fait, si tu veux, tu fais des sciences, tu te dis, bon, ça va, c'est quand même plutôt porteur. C'est plutôt autour de l'environnement, etc. Et puis finalement, tu as les profs qui t'envoient un peu du rêve. Et puis quand tu te retrouves sur le marché du travail, tu t'aperçois qu'en plus, voilà, moi, il me manquait une année. Et puis surtout, c'était quand même très, très compliqué. Donc j'ai quand même travaillé dans mon domaine géologue documentaliste. J'étais chez Total. Alors pas dans mon domaine de la documentation, hein, mais c'était de la géologie. Donc il y avait un peu de géologie, mais je me suis quand même bien emmerdé. J'étais prestataire chez Total. Je me suis bien emmerdé et puis en fait il fallait vite que je change de filière et puis c'était l'époque où tu sais il y avait l'informatique, il y avait une pénurie d'informaticiens et puis ils recrutaient des scientifiques non informaticiens, donc j'ai fait une formation de 3 mois, je ne savais rien faire à l'issue de la formation et puis on m'a recruté en tant qu'ingénieur. On m'a recruté en tant qu'ingénieur dans une SS2I. Tu savais rien faire et tu es rentré comme ingénieur. Je savais même pas, ce que je raconte toujours, c'est que je savais même pas créer un dossier sous Windows. Quand je suis rentré là-bas, donc c'était une filiale de GFI, je veux te dire que j'en menais pas large. Je savais rien faire. Puis, c'était vraiment très compliqué en fait. Et puis finalement, il y a quelqu'un qui m'a pris un peu sous son aile, qui m'a un peu montré, et puis après, c'est vrai que je me suis vite adapté. Et puis, je suis devenu un peu un geek. J'ai commencé un peu à coder, etc. Et puis, en parallèle de ça, donc comment j'en suis venu à la bourse, c'est que cette SS2I dans laquelle j'étais rentré,
En fait, je suis rentré, c'était au bout de quelques mois, on m'a proposé, tu sais, de souscrire à une augmentation de capital réservée aux salariés. J'ai dit bah ouais, pourquoi pas. Le mec m'avait dit ouais, non mais David, t'inquiète, hein, tu peux que gagner. En plus, tu sais, tu as la société qui a bondé en fait. Et c'est comme ça en fait que j'ai découvert la bourse, c'est-à-dire que le cours de bourse, enfin donc j'ai eu des actions donc de ma société de l'époque qui s'appelait GFI, et puis et au bout de 3 ou 4 mois, c'était en novembre l'augmentation de capital, et en mars-avril le cours avait été multiplié par 4, 3 ou 4. C'était à l'époque, c'était la bulle Internet. Et c'est là je me suis dit, alors moi je suivais même pas le cours de bourse, hein, on m'a dit t'as vu et tout, une fois je rentre, t'avais les collègues qui regardaient le cours, ah ouais c'est génial machin. Et puis c'est là quand même que je m'y suis mis, que je me suis intéressé à la bourse. Voilà, donc puis après j'ai tâtonné pendant pas mal d'années, mais tout de suite, moi ce que j'ai vu avec la bourse, c'est un moyen d'arrondir ses fins de mois, pas du tout d'en vivre, hein, à cette époque-là. Donc tu as commencé comme ça pour arrondir tes fins de mois Non, c'était dans ce but-là, ouais, mais... et le capital était de combien à l'époque Alors, c'était en francs, après en euros. En ancien franc ou en nouveau franc? J'avais rien en fait, si tu veux. J'avais. C'est en ancien franc ou en nouveau franc? Non, mais en fait, si tu veux, j'avais pas du tout d'argent. J'avais mis toutes mes économies donc, dans cette augmentation de capital réservé aux salariés. Donc, je crois que c'était l'équivalent de 1 000 € à l'époque. 6 000 francs. Et puis après, j'avais rien, quoi. J'avais rien, j'avais pas d'argent. Et puis, quand j'ai commencé à me mettre un peu à acheter des actions, c'était avec des économies que je me faisais au bout de quelques mois, j'économisais et pouf, je mettais l'équivalent de 500 €. Et à l'époque, donc c'était l'époque de la bulle Internet, tu avais plein de sociétés qui avaient bien chuté. Et donc des sociétés qui avaient perdu 50%, donc c'est un peu comme aujourd'hui ou comme il y a 3 ou 4 ans, etc. Tout de suite, je me suis intéressé à ces sociétés-là, les sociétés qui avaient perdu 50-60%, puisqu'elles étaient soi-disant bon marché. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes armes dans la bourse, donc, et à perdre pas mal d'argent. D'accord. Et après, tu commences à gagner. Pour gagner, tu fais quoi? Tu fais de l'analyse technique, de l'analyse fondamentale Non. Alors, après, pendant plusieurs années, j'ai pas mal tâtonné un peu partout. Hein, donc, j'ai fait des varants. Alors, les varants, c'était bien, c'est que ça m'a bien appris pas mal de choses. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de graphique comme aujourd'hui. Tu cliquais les Boursorama. Ouais, mais même, tu avais les graphiques, tu voyais rien, quoi. Moi, l'analyse technique, ça me paraissait un peu... J'y croyais pas trop. Je dis, ouais, c'est n'importe quoi, machin. En même temps, ce que je faisais, ça ne marchait pas. Donc, j'ai tâtonné. Donc, avec les varans, j'ai quand même appris beaucoup de choses en tradant les varans. Donc, ça a duré pendant moins 2 ans. Donc, c'était assez complet au niveau des indices, etc. Mais c'était plutôt à l'instinct. C'était aussi, voilà, je tradais. Enfin, je passais pas mal d'ordres en fonction des news, etc. Mais ça marchait pas, quoi. Ça marchait pas du tout. Et puis là où il y a eu on va dire le virage, là où il y a eu un tournant, c'est que pendant des années. Donc après, j'ai même fait un petit crédit de quelques milliers d'euros à l'époque. Donc voilà, après j'ai démissionné. Si tu veux, après quand j'ai démissionné, j'ai pu récupérer l'argent qui était investi donc sur les actions de la société là. Donc j'ai récupéré des liquidités, j'ai tout réinvesti. Et puis là-dessus, tu vois, entre ça plus les économies plus le crédit. T'es parti sur un petit capital, quoi. Ouais, je suis parti sur tout petit, quoi. Ouais, tout petit. Et puis, donc ça, c'était jusqu'en 2003, ou de 99 à 2003, où je teste plein de trucs. Ça ne marche pas. Et puis, donc en plus, c'était quand même une période difficile, parce que tu avais l'éclatement de la bulle Internet. Après, tu as eu un espèce de craquelant sur plein de valeurs. Alors moi, je ne m'en rendais pas compte, en fait. Moi, j'essayais de trader des titres très spéculatifs de l'époque. Je me fiais un peu au forum Boursorama. Je faisais un peu un instinct. Et bon, des fois, je gagnais, des fois, je perdais. Et puis, au final, voilà, pendant 3-4 ans, j'ai rien gagné, quoi. J'ai rien gagné. Et puis, c'est en fait le tournant, donc, c'est lorsque je me sépare de ma copine de l'époque, je récupère du capital, je récupère 25 000 € et je décide d'allouer sur ces 25 000 € 12 000 €. Et puis là, en étant sérieux,
Et en fait, là où j'ai commencé à gagner, c'est quand je me suis intéressé à l'analyse fondamentale. Alors justement, moi j'aimerais bien parler un peu de cycle dans ces interviews. Ouais. Quand tu as commencé à gagner, c'était un cycle favorable ou un cycle défavorable? Bah, c'était un cycle très favorable parce C'est un que peu comme si en fait tu arrivé, je me suis mis à la bourse et puis je suis rentré au moment ah du bah Covid, quoi. c'est là. Après, là, si tu veux, je me rendais pas vraiment compte, mais c'est vrai qu'on sortait de l'éclatement d'une bulle, donc la bulle Internet. Après, on part sur le 11 septembre 2001. Donc, tu avais plein de titres qui étaient vraiment mais à la casse. Bon, après, quand je dis à la casse, c'est qu'il y a des titres qui avaient fortement chuté. Après, il y a une espèce de craquelant sur sur les petites valeurs en fait que je commençais à suivre à l'époque. Et donc, ça a duré pendant 3 ou 4 ans. Et là où 3 ou j'ai 4 ans, ouais. commencé, et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à l'analyse fondamentale. Purée, bah là, j'ai vu des choses. Alors, je me rendais pas vraiment compte, tu vois. Je faisais c'était surtout dans le secteur de l'informatique que j'ai beaucoup gagné au début. C'est-à-dire qu'il y a en 2004-2005, tu avais beaucoup de SS2I, tu sais, parce que tu avais l'éclatement de la bulle Internet. Donc, à l'époque, tu avais beaucoup de petites SS2I. Tu en avais au moins 40 ou 50. Donc, c'était très facile. En plus, c'est un métier qui est facile à analyser. Toi, tu as le chiffre d'affaires, tu as la rentabilité. Au niveau des capitaux propres, tout ça, tu t'en fous un peu, en fait. Hein. C'est vraiment le métier, je trouve, le plus facile. Il n'y a pas besoin d'avoir de gros investissements. Et c'est vrai que j'ai pris le secteur des SS2I. En plus, je travaillais dans ce domaine, donc l'informatique. Et ce secteur, bah, je suivais au moins une quarantaine ou une cinquantaine de valeurs. Et c'est là que j'ai commencé à faire des petits ratios. Je regardais, tu vois, j'avais fait des tableaux avec le chiffre d'affaires et la capitalisation boursière. Donc, je faisais rien que ce ratio, tu vois, capitalisation boursière, chiffre d'affaires. Et ce que j'essayais de faire, c'est de trouver quelle était la société qui était la plus sous-valorisée dans ce secteur. Et ton horizon, tout, en fait. ton horizon de trading, ton horizon de trading ou ton horizon d'investissement, c'était quoi à l'époque? C'était quelques semaines, quelques mois? Après, si tu veux, j'ai commencé, donc je faisais de tout. Hein, je spéculais pas mal avant les publications, c'est-à-dire que je savais qu'il y avait des sociétés qui allaient publier, donc ça spéculait pas mal à l'époque. Donc je savais qu'à chaque fois, je me plaçais avant, je profitais de la spéculation, pouf, je sortais. Mon capital tournait beaucoup, hein, j'étais vraiment actif. Et puis à côté de ça, j'avais quand même, c'est un peu comme aujourd'hui, j'avais quand même j'avais des petites sociétés décotées que je surveillais beaucoup plus que les autres. Et c'est celle-là sur laquelle j'intervenais le plus, quoi, parce que moi, mon truc, c'était une société qui est décotée, elle a plus de chances de grimper qu'une société qui n'est pas décotée. C'était un peu ça, et c'est toujours comme ça. Hein, je fonctionne toujours comme ça, quoi. Avec ton expérience que tu as acquis maintenant, j'ai deux questions en fait. Si on parle de cycle, un cycle de bourse, ça a combien de temps? Ça veut dire combien de temps? Et c'est composé de quelle tendance en fait? Parce qu'on dit toujours, il y a un cycle aussi, un cycle baissier. Les cycles de bourse, ils sont un petit peu... normalement, je crois que c'est 7-8 ans un cycle économique. Mais le problème, c'est qu'avec les politiques monétaires, les cycles là ont été un peu déréglés, quoi. Les taux sont restés bas trop longtemps. On s'attendait à une fin de cycle, et puis finalement, cette fin de cycle n'est pas arrivée tout de suite. Et c'est vrai que cette histoire de bas de cycle, haut de cycle, bas de cycle, on va dire depuis 2012, on a eu, on va dire, presque un marché quasiment haussier, quoi, avec assez porteur. Parce que si on regarde même en long terme, le Covid, c'est une anecdote sur la courbe, quoi. Après, il y a eu Draghi, tu sais, Draghi quand il a dit whatever it takes, etc. Suite à même 2008, hein, on peut même partir de 2008 avec les subprimes. Tu as eu les subprimes, si tu veux, donc les subprimes, donc les banques centrales sauvent l'économie, sauvent les marchés. Et puis c'est là justement, c'est difficile la question par rapport au cycle, parce que les cycles là maintenant, ils sont un peu, je dirais pas qu'ils sont déréglés, mais j'ai l'impression qu'ils ont des durées beaucoup plus irrégulières. Enfin, moi j'ai l'impression que en fait les banques centrales ne veulent plus qu'il y ait de cycle baissier. Donc c'est un cycle haussier continu, mais est-ce que c'est pas dangereux? Parce que en fait, c'est bon de purger des fois. Là, on va de plus en plus haut, mais est-ce qu'on n'aura pas une grande purge d'un seul coup? C'est ce qu'on est en train de payer, je pense, en ce moment là, parce qu'on a voulu, on en parle souvent, hein, les banques centrales, elles ont arrosé beaucoup trop longtemps. Donc ça a créé de l'inflation. Maintenant, les banques centrales essaient d'éteindre le feu. Ouais. Mais c'est compliqué. Et là, du coup, c'est vrai qu'on a été habitué depuis 2008. On a été habitué à plein de sociétés en fait
qui était sauvé grâce à des politiques monétaires avec des taux aux alentours autour des zéros. Et donc maintenant, c'est vrai qu'on découvre un peu la cruauté du marché avec des sociétés qui ont jamais été qui ont toujours été mal en point et qui là, on rentre dans le dur avec des taux d'intérêt vraiment qui sont remontés, mais qui sont finalement remontés. On a une normalisation un peu du cycle en fait. On a une normalisation de l'économie. Et c'est là que c'est un peu, on va dire que le virage, il n'est pas évident à prendre parce qu'on a été habitué, tu dis, avec aucune inflation, avec des taux d'intérêt qui sont restés bas très longtemps. Bon, on a essayé de les remonter un peu, mais ça n'a pas trop marché. C'était en 2018. Fin 2018, c'était surtout aux États-Unis. Et c'est vrai que ces cycles, maintenant, ils sont... je pense qu'on pouvait plus parler de cycles il y a avant les années 2000. Ouais. Maintenant, je te dis, comme tu dis, les banques centrales, dès que tu as un problème, ça arrose. Dès que tu as un problème, tout de suite, on essaie un peu de maintenir ce cycle. Mais du coup, ça fausse un peu l'économie. Et là, du coup, je trouve qu'on a là, le marché, pour moi, il est un peu en train de changer. Il est un peu décorrélé de l'économie dans le marché quand même. Hein. Non, moi je trouve pas. En fait, moi je trouve pas dans la mesure où. Alors, ça dépend à quoi tu penses, parce que le CAC 40, lui, il a toutes ces valeurs du CAC 40, elles sont bien corrélées, mais à l'économie mondiale. Et c'est vrai que par contre, là où je te rejoins, c'est que tu penses plutôt aux petites valeurs, toi. Ouais, c'est ça. Les petites valeurs, finalement, elles reflètent, les small cap et les mid cap, elles reflètent un peu leur exposition à l'économie européenne. Et on a une économie européenne qui rencontre pas mal de difficultés depuis la guerre en Ukraine surtout, je trouve, avec les hausses des coûts énergétiques, avec les hausses des taux d'intérêt. Il y a pas mal de petites sociétés qui étaient endettées, qui n'étaient pas rentables, qui vont avoir des difficultés. Donc les coûts énergétiques, la hausse des matières premières, la hausse du pétrole, la hausse de l'électricité, tout ça, et puis la hausse des salaires. Donc toutes les small caps, elles se prennent un peu tout ça en pleine figure. Et là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sociétés qui ont du mal. Donc effectivement, le CAC, il est plutôt corrélé à l'économie mondiale, et les small cap, mid cap, plus corrélés à l'économie française, européenne. Et là, on voit à l'image de l'Allemagne, l'Allemagne qui est en récession, la France qui a du mal. C'est vrai qu'on dit que les small cap, elles sont mal orientées, mais c'est le reflet un peu de la. Les résultats sont pas bons. Les résultats sont pas bons. Quoi. Voilà, faut le dire. Et pendant toute ta vie de trader, quand tu as des moments où tu as beaucoup gagné et des moments où tu n'as pas beaucoup gagné, et ça correspond à des cycles ou pas? Et est-ce que tu as changé ta méthode de trader suivant les cycles? Alors c'est vrai que vraiment le gros tournant dans tout ce que j'ai pu faire, où j'ai pas mal gagné, c'est on va dire entre 2004, où là tu avais donc toutes les sociétés qui étaient, là on sortait d'un éclatement de bulle, donc là tu avais un peu l'économie qui repart. Donc entre 2004 et 2008, là j'ai pas mal gagné. J'avais mon capital autour des 12 000, je crois que je suis passé de 14 000 à 100 000 euros, donc en étant quand même assez agressif, en 3 ou 4 ans, en faisant du fondamental, du technique, du trading, etc. Après 2008, là c'est une autre crise, donc là je perds. Là je perds parce que c'est les subprimes. Il y avait déjà 2007 où j'avais fait une belle année en 2007, mais je voyais que ça commençait un peu à craquer. Enfin, il y avait des fonds de chez Odo pendant le mois de juillet, je me souviens, 2007, qui étaient bloqués, on ne pouvait plus retirer l'argent. Enfin, ça commençait à aller pas très bien. Il y avait déjà des problèmes en 2007 sur les marchés européens. En 2008, donc les subprimes, la faillite de Lehman Brothers. Donc là, je perds en 2008. Je limite les dégâts quand même, parce que le CAC 40 perd 42%, moi je perds que 16% de mon capital. Ah ouais. Est-ce qu'on peut dire que la chute de 2008 est comparable à la chute de 2020 ou pas? Non. Non, c'est pas pareil. Et puis justement, pour répondre à ta question, c'est que là, en fait, finalement, le cycle avec les banques centrales qui arrosent, effectivement, donc on a plein de valeurs à la casse. Et c'est là qu'après, en 2009, là c'est la grosse perte. Et c'est là aussi où tout change. C'est que j'avais un capital autour des 110 000 euros. Et là, je passe à 400 000 euros. Ouais. Et là, c'est un gros... Et gérer un capital de 10 000, de 100 000, de 400 000, est-ce que c'est différent Ah ouais, c'est non, mais ça n'a rien à voir. Ouais.
C'est-à-dire qu'avant, tu fais tourner ton capital, tu fais des rotations, après, tu fais plus de l'investissement long terme ou comment ça se passe? Bah, 400 000, alors après, sur les 400 000, alors après, j'en retire, voilà, bon, je me fais un peu plaisir. J'avais pas T'achètes 400, des chemises. j'avais peut-être 350 000, enfin, je sais plus exactement, mais je sais que je paye des impôts, etc. Ouais, par Mais exemple, quand tu as 10 000 euros, la rotation de ton capital, elle est combien de fois dans l'année ouais, en elle est fait? ça tourne beaucoup, ça tourne Hmm. beaucoup, parce que c'est effectivement, bah, à chaque fois quand même, je me souviens que j'ai quand même quelques valeurs fétiches, tu vois, que par exemple, alors je pourrais pas te dire quand j'avais 14 000 euros combien, mais je sais qu'à chaque fois, ce que je, c'est qu'à chaque fois j'avais une ou deux valeurs fétiches, alors pour des raisons fondamentales ou non, voilà, parce que peut-être qu'elles étaient des côtés ou parce qu'à l'époque, voilà, je les aimais bien. Mais, et puis à côté de ça, il y a donc trois valeurs un peu, on va dire, principales. Et puis après, il y a la moitié du capital va tourner régulièrement, D'accord. non-stop, tout le temps, en spéculant, en cherchant des petits gains. Parce que c'est vrai que à l'époque, quand je faisais des gains de 100 euros, toi, j'étais content, voilà. Ben, c'est ce qu'on dit, hein, en fait. Je vais faire un peu l'avocat du diable, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Mais le money management, c'est bien. Mais quand on a un petit capital et qu'on veut vivre de ça, c'est qu'on n'a pas le choix, quoi. Il faut être Ah bah, agressif, non, mais agressif, moi, agressif, attention, quoi. moi je vivais pas de ça à l'époque, hein. Moi j'étais, D'accord. attention, hein, quand je me suis arrêté à plein temps, j'avais un capital autour des 600, Ah, d'accord. 600 000 euros, un truc comme ça, hein. Ouais, ouais, non, non. Donc tu faisais pas Ouais, de ouais. l'intraday parce que normalement, Ah non. tu travaillais, tu n'avais pas le temps d'être devant l'écran. Ah si, bah c'est Ton là où. patron savait pas alors. D'accord. Il apprend ce soir. Alors monsieur GFI. Non, non, mais si, parce qu'en fait, si tu veux, j'étais en freelance, je bossais pour des banques où j'étais très bien facturé. Euh, donc jusqu'à 2014-2015, je tradais quoi. Je Ouais. tradais et puis surtout, alors c'était vraiment génial parce que je pouvais trader. Je faisais mon boulot, j'avais ma facturation qui tombait. Et c'est vrai que je me suis dit, bon, faut que je tienne le plus longtemps possible parce que voilà, c'était vraiment la poule aux œufs d'or, quoi. Après, c'est sûr, effectivement, je pouvais pas trader non-stop, mais je Tu sais que gagnais déjà le plus en matin. tradant qu'en bossant? Ah bah ouais, à Hmm. l'époque, ouais. Bah après, c'était pas tout le temps, mais ouais, c'était des années à Sur l'époque. une année par exemple, tu Je faisais. faisais des années non, j'ai fait beaucoup d'années à l'époque à 200 000 euros de gains. Brut, hein, brut, voilà. J'en ai fait plein des années, ouais, j'en ai fait plein. Et en salaire, tu Ah étais à ouais. combien? Tu étais à 100 000, non? Tu gagnais bien en SS2I normalement. Ouais. Non, non, mais en plus, j'étais en freelance. En freelance, j'étais facturé 550 euros par jour. Putain la vache. Ouais, ouais, bah après, tu payes des impôts dessus, hein, tu vois. Bah, c'est pas J'étais, du black, hein, ouais, bah, sinon. non, mais c'est pour ça que je te dis que c'était la poule 550 de fois d'or. 20, ça te fait 10 000, quoi. Ouais, ouais, 10 000, après, voilà, moi, je vivais très bien, hein, je vivais très bien, je vivais très bien. Ouais, ouais, non, non, mais ça, c'est pour ça que j'ai voulu tenir le plus longtemps possible. Et Ouais. puis surtout, ce qui était bien, c'est qu'en plus, j'arrivais le matin. Moi, tu sais que j'aime bien le matin, les news, etc. Moi, le matin, j'arrivais, j'étais le premier, quoi. J'étais le premier dans mon open space. J'étais le premier à mon bureau. Donc, j'étais peinard, quoi, en plus. Tu vois, je pouvais faire mon ouverture, peinard, comme si j'étais chez moi. Ah, parce que les informaticiens, ils commencent à 10 heures, quoi, ou non? Ouais, ouais, ouais. On commence à 10 heures. Et puis, ouais, ouais, même à Paris, ça commence généralement, dans tout ce qui est banque, etc., ça commence assez tard, quoi. Hmm. Moi, j'arrivais à 8h30, il y avait pas un chat, quoi. Ouais, ouais. Hmm, ah ouais. Donc, Ouais. mais voilà, j'ai travaillé jusqu'en 2015. Donc j'avais, alors après, parce que par rapport à, tu sais, par rapport à vivre de son capital, etc., c'est vrai qu'en même temps, j'avais une famille, j'avais ma femme, etc., et que, ouais, ça faisait un peu peur tout le monde, quoi. Si j'avais été célibataire, c'est sûr que je me serais arrêté, quoi. Ouais. Je me serais arrêté pour trader à temps plein, même bien avant 2015. Mais là, voilà, j'avais ma femme, elle était bon, elle aimait bien. Ça ça l'inquiétait si j'avais arrêté pour trader avec mes enfants, tout ça. C'est vrai que c'est pas toujours évident, quoi, hein. Ouais. T'as quand même Là, une pression, hein. revenons sur justement la façon de trader suivant le capital. Quelle était au départ ta répartition d'investissement et de trading pur et après, dans quelle proportion ça s'est un peu inversé ou pas C'est-à-dire qu'actuellement, par exemple, tu as combien le pourcentage de ton portefeuille qui est moyen, long terme, court terme et intraday? Moi, tu sais, alors par rapport à ça, je suis assez,
je suis un peu bordélique en fait. Ouais. Mais Tu as quand même un fonds de portefeuille. ouais, c'est Maintenant, tu as c'est combien? un Tu fonds de as portefeuille. 1 million, 2 millions d'euros Non, j'ai j'ai autour des 1 million d'euros. Non, j'ai Mais pas 2 sur les millions. 1 Après, million j'ai gagné 2 d'euros, millions, mais si tu veux, j'ai retiré beaucoup d'argent, quoi, en fait. Hein. J'ai retiré beaucoup, mais bah, pour sur les plein de 1 raisons. million d'euros, combien tu as d'exposés, par exemple, sur le marché? Autour des 70%. Ouais. Ouais, sans Et les problème. 30 autres pourcents, c'est Et puis les 30%, et puis sur les 30%, des fois, je mets un peu de levier, quoi. Tu vois, je fais des liquidités où je mets du levier. Alors après, ça peut être du 100%, voilà. Mais je sais que c'est. Et puis surtout, si tu veux, j'ai des expositions sur certains titres. J'ai des titres comme Galapagos, par exemple. Voilà, pour moi, c'est un titre que j'aime bien, bon, qui m'a pas beaucoup rapporté. Mais je sais que si je dois, par exemple, prendre des liquidités, c'est là-dessus que je vais aller les chercher, tu vois, parce que c'est un titre. Ou Parce tu es en que ça. plus-value ou comment ça se passe Ah prendre bah des non, mais si liquidités? je veux des liquidités pour être plus agressif, si je veux plus de liquidités, bah, c'est ce genre de titre que je vais alléger, par exemple. D'accord. Tu l'allèges parce que tu crois plus ou tu l'allèges parce que tu es en PV? Non, j'allège parce que non, mais parce que c'est au cas où en fait je veux des liquidités, c'est un peu ça. Parce que si tu veux, tu me poses la question, à Ouais, combien tu es investi? C'est-à-dire qu'en fait, je suis investi, mais c'est presque comme si je faisais travailler un peu de la trésorerie. En d'accord. gros, c'est presque un peu ça. Sauf que des fois, c'est pas de la trésorerie, c'est des fois tu perds, des fois c'est un investissement de trésorerie sur lequel des fois tu peux perdre. Mais c'est pour ça le fait de dire oui, je suis pas mal investi à chaque fois. Voilà, j'ai quand même pas mal allégé parce que de toute façon en ce moment il n'y a pas grand chose qui marche. Mais je sais que voilà, j'ai des petits volants des petits volants ou de liquidité que je pourrais aller chercher justement sur des Mhm. valeurs comme ça. Donc c'est des valeurs, effectivement, je suis investi sur pas mal de valeurs, mais je sais que ces valeurs-là, ces titres-là, ces positions, je peux vite les alléger pour refaire des liquidités et pour être plus agressif ou faire du cash, par exemple. C'est-à-dire Voilà. que même dans un marché comme ça, tu n'as pas changé ton exposition au marché depuis le mois d'avril où on est à plat et c'est un. Ah Ouais. si. Ah si, bah justement, si. C'est qu'en fait, ouais, de toute façon, j'ai beaucoup réduit mon rythme de trading, hein, parce que c'est vrai qu'il y a pas, c'est pas très porteur en ce moment. C'est pas très porteur. Je Donc tu trade es plutôt beaucoup moins. investissement alors. Comment? Tu es plutôt investissement que trader en ce moment. Ouais, mais même pas l'investissement. J'essaie un peu. J'essaie d'être assez. Je fais pas grand chose en fait. Hein. Donc oui, si tu veux, j'ai des choses qui sont. J'ai des liquidités qui sont sur des titres, mais pour l'instant, il n'y a pas grand chose qui marche. Donc c'est vrai que là, j'essaie de faire de l'investissement, mais c'est pas non plus très porteur. Puis le trading, il n'y a pas grand-chose qui marche en fait en ce moment, je trouve. Hein. En Ouais. gros, c'est ça. Parce que même, il y a des titres sur lesquels j'étais en investissement que j'ai dû couper parce que ça partait en cacahuète, quoi. Donc tout ça pour dire que, ouais, il n'y a pas. Là, quand tu me dis la question, est-ce que je suis trader ou investisseur, je dirais que je suis un peu en phase de. Je suis exposé, mais je suis prêt à tout balancer. Voilà, je suis prêt D'accord. à refaire des liquidités, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, Bah, c'est t'es. en fait, si tu veux, non, mais par rapport à ce que tu dis, investisseur, là, tu vois, en ce moment, de toute façon, c'est ce que j'arrête pas de dire, hein, c'est que je initie vraiment très peu de nouvelles lignes parce que D'accord. ça ne marche pas. Donc ce sont des lignes que tu avais déjà d'avant alors. Ouais, que j'avais à l'avant ou que je refais des liquidités. Après, j'ai dû sortir un peu de cash, là, j'avais des impôts à payer, etc. Mais c'est vrai que là, en ce moment, on me pose la question, qu'est-ce que tu fais en ce moment sur les marchés? Est-ce que tu es trader? Est-ce que tu es investisseur? Bah, je me considère que je fais pas grand-chose, quoi. C'est ça. Mhm. Pas Je sais facile, pas hein. Tu fais pas grand-chose, donc tu réduis la voilure, mais pourtant on n'est pas en marché baissier, on est en marché de range. Euh, Alors, on n'est pas en marché baissier. Alors, c'est vrai que sur le CAC 40, c'est ça qui est un peu énervant d'ailleurs. C'est que le CAC 40, lui, il est plutôt solide. Euh, il y a le luxe bah, comme à l'image de LVMH, hein, qui commence à patiner. Donc, c'est vrai, ce qu'on pouvait penser, c'est que le luxe, vu qu'LVMH patine, ça va tirer un peu le luxe vers le bas. Donc, ça va tirer le CAC 40 vers le bas. Et ce qui est assez incroyable, c'est que finalement, tu as d'autres pans du CAC 40 qui ont pris le relais. Tu as les cycliques qui ont pris le relais, tu as Total qui a pris le relais. Donc finalement, ça permet au CAC 40 de limiter les dégâts. Donc ça, c'est pour ça que le CAC 40, il est plutôt
Bon, il est quand même pas très bien orienté en daily, en weekly, mais bon, ça tient. Mais par contre, là où on a un marché baissier, c'est sur les small caps, quoi. Ouais. C'est sur les small caps où là, on a un marché baissier. C'est la cata, hein, ouais. On a un marché qui est baissier depuis pas mal de temps, quoi. Hein. Et là, on a eu quand même des mouvements qui sont assez incroyables parce qu'on avait des titres qui étaient déjà qui avaient bien baissé. Et on pouvait penser que justement que la baisse de ces titres en fait anticipait déjà un ralentissement dans l'activité, que c'était pris en compte par le marché. Et en fait, ce que je dis tout le temps en ce moment, c'est un peu la double peine. C'est-à-dire qu'en fait, un titre qui a beaucoup baissé, on peut penser que le marché a pricé donc la baisse de l'activité de cette société, et finalement la société fait un avertissement sur ses résultats. Et pouf, c'est la double peine puisque le titre va encore plus bas. Et puis même maintenant, ce qui se passe aussi, c'est que tu as des titres qui ont baissé, tu as les résultats qui approchent, donc ça va encore, et les sociétés publient, et c'est décevant, et ça revend encore. Donc on a vraiment un marché qui est assez mortel. C'est pas encore le temps des opportunités, alors il y a encore ah non, mais là, alors c'est là où je me dis que par rapport à ta question, c'est que là, effectivement, on est dans un marché difficile, mais que là, il faut vraiment tenir. Donc il faut essayer de se préserver son capital, parce qu'il va se créer des super opportunités. Mais effectivement, c'est vrai que on a beaucoup de titres qui ont baissé, mais on n'en voit pas le bout, en fait. On n'en voit pas le bout parce que les titres qui ont beaucoup baissé, ça baisse encore. Ça baisse encore. C'est peut-être le moment de se faire une liste des actions qui sont à la cave. Ah ouais, c'est ce que j'ai déjà fait. Bon, je la mettrai sous la vidéo après, c'est ça, hein. Non, mais après, c'est pas forcément. Tu la réserves à tes abonnés, je suppose, non? Oui. Non, puis c'est pas des titres forcément qui vont rebondir, qui vont forcément rebondir. Mais en tous les cas, c'est pas des titres qui vont. Déjà, je trouve que d'un point de vue technique, elles ont trop baissé. Donc ces titres-là, parce qu'en fait, j'ai même plusieurs titres. En fait, si tu veux, j'ai des titres qui ont beaucoup baissé, je sais ces valeurs, elles vont se redresser parce qu'elles sont super, elles sont rentables, etc. Et tu as aussi des titres un peu plus merdiques qui finiront par rebondir. Donc toutes ces sociétés-là, de toute façon, on trouve des titres décotés aujourd'hui. Mais demain, elles peuvent être encore moins chères. Elles peuvent être encore plus décotées. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas rentrer, on attend un signe de retournement. C'est pour ça que le moyen terme, pour moi, là, en tout cas de mon point de vue, là, c'est mort. C'est mort pour les small caps. C'est mort parce qu'on n'a pas d'acheteurs. Il y a beaucoup de flux vendeurs. Puis en fait, il y a des bonnes news qui sont saluées une séance, et puis après, puis même souvent, ce qui se passe, c'est que tu as une bonne news. Tu as un peu de flux, et donc, vu que les vendeurs n'arrivaient pas à vendre, qu'est-ce qu'ils font? Ils profitent des quelques acheteurs qui sont là au moment de la news pour balancer. Donc, en fait, même les bonnes news ne sont pas saluées par le marché. Donc, c'est vrai que là, moi, je m'attache les mains parce que y a plein de titres qui commencent à m'intéresser. Il y a plein de titres, je sais que j'ai pris quelques titres de quelques valeurs. Mais je sais que si je m'écoutais, si je regarde la valorisation, putain, je me dis, mais putain, ça c'est génial, quoi. Tu peux donner un exemple? C'est pour ça qu'il faut tenir. Tu peux donner un exemple concret ou non, par exemple, tu vois, il y a Exaome. Alors j'en avais parlé déjà, je te rappelle au séminaire, donc Exaome, là ils ont sorti des résultats semestriels, parce que Exaome, donc c'est constructeur de maisons individuelles. Alors tout de suite, tu te dis, oh là là, le bâtiment, ça craint, taux d'intérêt flambé, la baisse des permis de construire, les ménages ne sont plus solvables, hausse des matières premières, etc., et marche sous pression. Enfin voilà, c'est vraiment, c'est catastrophique. Donc on est peut-être en bas de cycle sur l'immobilier d'ailleurs. On est peut-être en bas de cycle, en tout cas sur la construction de la maison individuelle. D'ailleurs, la société, c'est ce qu'elle a dit, c'est ce qu'elle croit. Et pourquoi j'ai acheté Exaome? Donc déjà, c'est une société, parce que c'est vrai que là, à côté de ça, tu as quand même beaucoup d'autres valeurs qui sont en train de se casser la gueule, mais qui sont quand même au niveau financier en bonne posture. Eux, Exaome, ils ont de la trésorerie. Et donc là, ils ont publié. Alors, le titre a beaucoup souffert parce que ce titre avait beaucoup souffert là récemment, parce qu'en fait, tu avais une branche B2B, enfin une branche rénovation qui a plombé ses comptes. Voilà, ça a plombé ses comptes. Mais à côté de ça, l'activité de la construction de la maison individuelle, ça marche bien. Et donc là, ils ont publié leurs résultats.
Le titre complètement déprimé, capitalisation de, je crois, 90 millions d'euros. Ils sortent leurs résultats, super résultats semestriels. Donc en fait, ils se sont débarrassés de leur filiale là qui les plombait. Ils sortent des résultats largement bénéficiaires. Je crois que voilà, le valeur, elle se paye sur un PER de 4. Et surtout, le plus intéressant, c'est qu'ils ont une trésorerie de 70 millions sur une capitalisation de 90 millions. Donc ce genre de valeur, moi j'en ai pris un peu, mais je me dis, attention, 2024, et d'ailleurs la société, elle le dit, hein. La société, elle dit, on a sorti de bons résultats semestriels, au niveau de les marges, on est en bas de cycle, nos marges vont remonter au deuxième semestre 2023, 2024, baisse des permis, déjà en 2024, baisse des volumes, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont aussi victimes de la crise immobilière, crise immobilière, ils vont construire moins de maisons, ils l'ont déjà dit, hein, donc ça fait pas vraiment rêver, ils construisent moins de maisons, mais ils vont arriver à maintenir leurs marges et à maintenir leur chiffre d'affaires, etc. Donc en fait, cette société, pour résumer, déjà, santé financière, c'est ça qu'en ce moment, il faut vraiment surveiller, c'est la santé financière, la trésorerie. Donc c'est les sociétés endettées, il faut les oublier parce qu'elles sont attaquées, parce qu'il y a le coût de la dette qui va qui plombe leur rentabilité. Pardon. Donc en fait, voilà, là, c'est la situation financière. Donc on a quand même une trésorerie qui couvre 70% de la capitalisation boursière. Alors c'est pas parfait comme société Exaum, puisque ce que je suis en train de dire, c'est que 2024, ça va pas, le premier semestre risque de ne pas être terrible. La société l'a dit. Mais elle a dit aussi, elle a sous-entendu, elle pense qu'il y a beaucoup d'acteurs dans le secteur qui vont faire faillite. Donc eux, ils veulent tirer profit de ça pour grossir de nouveau. Et s'il y en a bien un qui va rester dans le secteur de la construction de la maison individuelle, c'est Exaum. Donc cette société, elle sera là dans un an, dans 2 ans. Et donc là, elle est à 15 euros. Elle est même à 14 euros, ou 14 ou 15 euros. Franchement, si on arrive, s'il n'y a pas de mauvaise surprise, on va dire, ce titre, il peut être à 40-45 euros dans les 2-3 ans. Alors après, là, c'est pas de boule de cristal, mais ce que je veux dire, c'est mais avant d'arriver à 40-45, elle peut aller à 10, quoi. Je suis même pas certain, parce qu'elle a une trésorerie. Alors, il faudrait qu'elle déçoive. Mais je te dis, c'est la trésorerie de 70 millions, quoi. Trésorerie de 70 millions, ils sont largement rentables. C'est une capi de 90 millions. Tu vois, c'est une trésorerie nette de dette. Donc, c'est du solide, quoi. Et je pense qu'ils vont tirer profit du secteur immobilier qui est en difficulté. Après, effectivement, ça ne va pas se faire en ligne droite. Je pense qu'il faut être patient. Moi, j'ai pris quelques titres. Effectivement, dans un autre contexte, déjà dans un autre contexte, le titre ne serait pas aussi bas. Mais je vais surveiller cette valeur de près parce que je sais qu'à terme, elle va grimper. Alors elle va peut-être faire 15-16 et puis après retourner à 12. Et peut-être qu'au premier semestre, à mars 2024, elle va peut-être retomber un peu. Surtout si on a une récession ou je ne sais quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle est rentable. C'est un des leaders. Et puis surtout, elle a plein de cash. Ok. Donc c'est ce genre de valeur, et ça, ce genre de valeur, alors c'est pas faut être patient, et puis c'est ce genre de valeur qui va être très très intéressante à acheter. J'en ai pris un peu, dans un autre contexte j'en aurais pris beaucoup, mais c'est le genre de société qui va m'intéresser. Il y en aura plein d'autres. Hein. Même si tu ne regardes pas le long terme, tu fais quand même toujours tes petites emplettes à moindre échelle, quoi. Ouais, tout petit peu, vraiment, parce que c'est par rapport à ta question, c'est vrai que je fais des petits trucs, quoi. Mais c'est vrai que je sais pas, tu vois, je suis pas dans un état d'esprit. J'achète un titre, je sais que je vais le garder pendant plusieurs mois, plusieurs années. Non, parce que je trouve que là, l'environnement économique, c'est compliqué. Là, en plus, tu as les histoires d'un possible embrasement au Proche-Orient, tu as les taux longs, tu as l'inflation, enfin, toi, donc je reste sur le qui-vive. Donc, c'est vrai que je me considère pas comme en mode investissement. Il y a eu des périodes, on va dire, beaucoup plus tranquilles où, effectivement, tu peux acheter un titre et puis le garder. Là, je suis sur le qui-vive, en fait, on va dire. Après, tu as d'autres gens qui vont te dire, non, mais attends, tu es investisseur, tu gardes la valeur et tout. Mais moi, j'essaye plutôt d'optimiser un peu mes lignes, surtout que le contexte est compliqué. D'accord. Très intéressant. Hein. Donc, on continuera ça à Barcelone, hein, 17, 18, 19 novembre.
Ouais, ouais, ouais. Donc, Ouais, je ouais, rappelle, ça sera un plaisir. Hein, donc, on pourra parler de plein de valeurs. Hein, même il y a aussi tout ce qui est le secteur du nautisme. Hein, là, il y a encore vu des trucs sympas aujourd'hui. Mais tu vois, juste une petite parenthèse. Par exemple, toi, Katana. Katana, c'est une belle valeur. Moi, j'en ai plus en portefeuille. Par contre, j'adore cette valeur. Je trouve qu'elle est intéressante, elle est peu valorisée. Mais pourquoi? Parce que voilà, je trouve que l'environnement économique est trop ouais. incertain. C'est le loisir, la location, Ouais, surtout pas mal sur la location. ouais, Ils non, ont non, mais beaucoup de leurs clients, c'est beaucoup des loueurs, donc. ouais, mais les loueurs n'ont pas de stock hein, dans leur. Donc ils l'ont dit. Hein, c'est vrai que Beneteau, eux, leur concessionnaire, leurs loueurs, ils avaient des stocks, etc. Enfin, ils avaient des stocks. Enfin, surtout les concessionnaires. Mais là, les loueurs, tout ça, ils sont pas trop. Ils n'ont pas l'air trop gênés par ça. Donc, et Katana aujourd'hui, tu vois, c'est pour te dire comme le marché est compliqué. C'est pour ça, par rapport au truc d'investissement, tout à l'heure, à ta question, bah, aujourd'hui, Katana a sorti des bons chiffres. Je ne suis même pas allé la trader. Ah ouais. Le titre a ouvert à plus 3, plus 4. Il n'y avait pas de volume, il n'y avait pas de flux. Le titre est retombé. Il allait dans le rouge. Et je crois qu'il a fini par être en hausse. Et dans ces conditions, bah, c'était difficile de trader Katana parce que tu n'avais pas vraiment de signaux, tu n'avais rien. Et puis de se la jouer investisseur sur Katana, sachant que tu as quand même des flux sortants sur les small cap. Ouais, c'est compliqué. Pas facile, ouais. Ouais, c'est compliqué. Donc c'est pour ça, voilà, par rapport à ta question, on va dire, ni trader ni investisseur en ce moment. Donc on se retrouve à Barcelone 17-18 novembre, David, hein? Eh ben ouais, voilà, je serai là, donc on pourra parler bourse, trading, puis plein d'autres choses. Hein. Donc le vendredi soir, c'est studieux, on mange tous ensemble, on est au restaurant, on échange. Comme l'an dernier, on essaye de mettre un ou deux intervenants par table de participants. Le samedi, c'est la grosse journée où on fait toutes les masterclass. Et le samedi soir, c'est la grosse nuit de David. Voilà. De David et de tout le monde. Hein. Mais David, record l'an dernier, tu étais le dernier à être rentré quand même. Non, je crois que Maxime est rentré après toi. Hein. Ouais, je sais pas, mais je crois qu'ils étaient rentrés beaucoup plus tôt. Enfin bon, bref, on va pas faire. Ouais. Voilà. Donc, vous avez tout dessous, hein, si jamais vous voulez venir au séminaire, il reste encore 5 places. Et puis venez, et puis surtout, c'est ce que je dis tout le temps, hein, c'est que c'est pas. Je crois que j'avais déjà dit la fois dernière, mais je trouve que c'est vraiment important, c'est que des fois, c'est vrai que dans le milieu de la bourse, on peut pas dire qu'on échange beaucoup hein, autour de nous. Moi, c'est vrai que si on n'échange pas ensemble, on parle pas de bourse. Donc c'est vrai que même sur ton voisin, il était boursier, il va comme ça, c'est mal vu, quoi. C'est que même si on vient seul, parce que ça peut faire peur, on va dire on connaît personne, mais en fait, on peut certes connaître personne, mais vous allez voir qu'au bout de la quart d'heure, hein, vous allez connaître plein de monde. Parce que voilà, il y a le séminaire, on se réunit tous autour d'une passion, la bourse, le trading. Et puis généralement les gens ils sont plutôt cool, hein, donc on se marre bien aussi. C'est ça aussi qui est important. On n'est pas là pour se la péter, hein, on est plutôt là pour échanger dans la bonne humeur. Donc non mais c'était super l'année dernière et puis ça devrait être super aussi cette année. Quoi. Voilà, parfait. Donc on se revoit le 17-18 novembre et puis merci pour cette petite interview et merci à toi. Au mois prochain alors. Ça marche. Merci. Allez, ciao, au revoir à tous. Salut. Bye.